Bonjour, bienvenue pour notre vidéo de cabinet Lando Associés. Parlons un peu ensemble de la suppression des compétences optionnelles en communauté de communes et d'agglomération. Pourquoi parler des compétences optionnelles des communautés de communes et d'agglomération? Parce que l'article 13 de la loi Engagement Proximité a supprimé ces compétences optionnelles. Pourquoi en parler maintenant, 2 ans et demi après la loi? Parce que personne n'a rien fait et que c'est maintenant le moment de le faire. Je m'explique. La loi a été votée juste avant l'élection municipale, puis il y a eu la pandémie. Donc c'est maintenant que chacun s'en occupe. Et d'ailleurs, c'était dans l'intention du législateur que de faire cette modification, en sachant très bien que ce serait à peu près au milieu de l'actuel mandat que les choses se passeraient. D'ailleurs, pour la plupart des territoires, rien ne presse. La plupart, mais pas toutes. On va en reparler. Tous les EPCI à fiscalité propre sont-ils concernés? Non, seulement les communautés de communes et d'agglomération. Les communautés urbaines et les métropoles ne sont pas concernées, elles ont d'ailleurs un régime de compétences différent. Mais de quoi parlons-nous? Les communautés de communes et d'agglomération, même si ce ne sont pas les termes de la loi, avaient 3 types de compétences. Les compétences dites obligatoires, toutes les communautés de ce même type devaient les avoir intercommunalisées, et ça ne change pas. À l'autre extrême, il y a les compétences dites facultatives. Ça ne veut pas dire que chaque commune peut les donner ou ne pas les donner. C'est que la communauté peut garder sa forme juridique en prenant des compétences en plus non prévues par la loi. Ce sont des compétences dites facultatives. Et ça non plus, ça ne change pas. Et puis il y a ces fameuses compétences dites optionnelles. Pour les communautés de communes, les communautés d'agglomération, les communautés de communes DGF bonifiées, mais cette catégorie n'existe plus, eh bien, il y avait un certain nombre de compétences, il fallait en avoir un certain nombre dans une liste fixée par la loi. Par exemple, quand les communautés d'agglomération ont été créées en juillet 1999, elles avaient 3 compétences à prendre sur la liste des 5 qui se trouvait au grand 2 de l'article L52-16-5. Et vous aviez la même chose au grand 2 de l'article 52-14-16 pour les communautés de communes. C'est ça qui a été supprimé, ces fameuses compétences dites optionnelles. Et qu'est-ce qui a changé avec la loi Engagement et Proximité et que donc nombre de communautés abordent maintenant? Alors, les compétences optionnelles donc sont supprimées, mais c'est au cas par cas. Ça n'est pas disparu de vos communautés. Le texte prévoit simplement que dans les communautés de communes et d'agglomération, vous avez une continuation de l'exercice de ces compétences qui sont devenues des compétences entre guillemets facultatives, mais vous pouvez décider de les soustraire, de les retirer de vos compétences si vous le souhaitez. Il y a beaucoup de ces communautés qui avaient pris, par exemple, voirie d'intérêt communautaire pour cocher le nombre de cases requises, mais qui n'avaient pas du tout envie d'intercommunaliser la voirie. Bon, alors que parfois c'est une bonne idée, ou pas, d'intercommunaliser la voirie, ça dépend, c'est au cas par cas. Mais donc ceux qui ont pris des compétences, qui en fait ils n'exercent pas, c'est juste pour cocher des cases de compétences optionnelles, bah là, il y a la possibilité maintenant de les toiletter et de les enlever. À voir au cas par cas. Donc celles de ces communautés qui ne veulent rien changer le peuvent. Oui, mais avec un petit bémol. Je m'explique. Je suis une communauté de communes, je suis une communauté d'agglomération, j'avais des compétences optionnelles, ok. Elles sont devenues entre guillemets facultatives, mais elles continuent d'être exercées par la communauté. Très bien. Mais il y a un cas particulier. C'est le cas des communautés de communes à DGF dites bonifiées, celles qui avant étaient régies par l'article 52-14-23-1 du CGCT. Parce que cette catégorie-là, elle a été supprimée. Et dans les formulations de ce fameux article 52-14-23-1 du CGCT, il y avait un renvoi à un certain nombre de définitions d'intérêt communautaire, de cas où on peut renvoyer l'intérêt communautaire, qui n'existent pas dans le droit commun. Et ça n'est plus possible. Donc pour ces communautés-là, en revanche, un toilettage des statuts s'impose. Je vous ai mis ici quelques explications complémentaires. Et quelle est la procédure à utiliser pour restituer de telles compétences optionnelles? C'est simple. On ouvre son code, article A5211-17-1. On applique la procédure de l'article 5211-17-1, qui est la procédure à laquelle vous êtes tous accoutumés. C'est un vote entre le conseil communautaire et la majorité qualifiée des conseils municipaux, puis arrêté préfectoral. Ok. Quelques spécificités cependant. Est-ce que le délai de 3 mois peut être raccourci si j'ai la majorité qualifiée des conseils municipaux? Oui, sans doute si je prends l'arrêt l'Aveyron, mais ce point pourrait être débattu. Autre spécificité, les communes, 3 mois pour délibérer à partir de la notification de la délibération du conseil communautaire, d'accord, mais elles peuvent délibérer aussi avant le conseil communautaire, contrairement à ce qui se passe dans d'autres procédures. Mais sous réserve de ces 2-3 petites spécificités, c'est une procédure que vous connaissez, et donc voici ici, hop, retracer les grandes lignes. Et en cas de fusion? Les compétences ex-optionnelles avait un régime particulier en cas de fusion. En plus, c'est compliqué parce que ça dépendait de savoir si on était dans les fusions faites dans la loi de 2010, la loi de 2015 ou le droit commun. Ce régime de sort des compétences optionnelles est bien prévu par la loi Engagement et Proximité qui modifie sur ce point le grand 2 de l'article 52-11-41-3 du Code. Et quid de l'Alsace-Moselle? Eh bien, bonne nouvelle, le législateur n'a pas oublié les communautés alsaciennes ou mosellanes, contrairement à ce qui arrive parfois, et ça a été adapté avec une suppression du dernier alinéa sur ce point de l'article 58-14-1 du CGCT.
Mais les formulations antérieures demeurent-elles dans le CGCT pour qu'on puisse ensuite affiner la compétence au fil de l'intérêt communautaire? Oui, tout à fait. Mais attention, en vertu du principe pas de délégation sans texte, le plus probable c'est qu'on ne peut définir d'intérêt communautaire que dans les domaines où la loi l'a prévu. Un peu compliqué, mais il est plus prudent de se tenir à ce principe. Et donc, pour certaines communautés, singulièrement pour les compétences des communautés à DGF bonifiées, je l'ai évoqué tout à l'heure, il pourrait y avoir quelques cas où il y a des problèmes, notamment si on veut faire évoluer ces formulations ou si on reprend les anciennes formulations de 52, 14, 23.1. Donc, quelques mesures de prudence à avoir à l'esprit, tout de même. Cela va-t-il impacter la DGF? Oui, non. Évidemment, si je restitue des compétences, ça va impacter le calcul du quotient d'intégration fiscale et donc la dotation d'intercommunalité. Oui, bien sûr. Mais quelques éléments. Dans la pratique que nous constatons sur le terrain, la plupart du temps, les communautés restituent aux communes des compétences optionnelles dont elles ne faisaient qu'un très faible usage. C'est l'exemple que je citais tout à l'heure, de la voirie d'intérêt communautaire, on déclarait très peu de choses d'intérêt communautaire, ou par exemple de certaines actions éducatives culturelles d'intérêt communautaire pour lesquelles en réalité très peu de choses étaient d'intérêt communautaire. Si je restitue une compétence qui me coûtait 5 000 € par an, ça ne va pas avoir un impact notable sur ma DGF, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis un autre élément à avoir à l'esprit, c'est que parfois je peux restituer des compétences importantes, mais qui n'auront pas d'impact immédiat sur mon quotient d'intégration fiscale et donc ma DGF, parce que beaucoup de communautés sont à ce qu'on appelle la garantie. Donc c'est un impact sur le calcul de leur DGF, mais pour dans longtemps, pour résumer une question complexe. Que faire au cas par cas? S'interroger sur ce qu'on veut faire. C'est-à-dire que ce milieu de mandat qui commence est souvent l'occasion pour beaucoup de communautés, en même temps qu'elles réfléchissent à l'exercice de certaines compétences, notamment au assainissement pour les communautés de communes, bien sûr. Il y a souvent l'occasion de réfléchir sur ce qu'on veut faire ensemble. Alors attention au phénomène de mode. Il y a quelques années, la mode était au tricotage. Aujourd'hui, la mode est au détricotage. Oublions les modes. Il est souvent utile de réfléchir aux besoins des territoires. Et souvent, quand on réfléchit à l'échelle d'un territoire, d'une communauté, on réalise que la taille de réflexion, voire d'action, est souvent l'intercommunalité, mais c'est à voir territoire par territoire. Donc beaucoup de communautés se disent, écoutez, on va réfléchir à ce qu'on veut faire en termes de transition écologique, on va réfléchir sur ce qu'on veut faire en termes de mobilité, avec des différences selon que la communauté de communes approuve pas la compétence dans le cas des communautés de communes. On va réfléchir sur l'évolution de nos mutualisations. Et à cette occasion-là, toiletter également ces problématiques de savoir de celles de ces compétences que l'on veut garder ou pas, puisqu'elles ne sont plus aussi obligatoires qu'avant. Voilà, merci, à bientôt pour d'autres vidéos Cabinet Landau Associés. Pensez à vous abonner. Merci, au revoir.